Pourquoi certains départements interdisent l'orpaillage en France? C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr, sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Qui dit activité minière dit aussi loisir pour certains amateurs. Pour preuve, nous avons consacré une catégorie complète à la pratique de l'orpaillage de loisirs en France sur cette chaîne. Nous avons expliqué que l'orpaillage récréatif est soumis à une déclaration auprès des services de la DDT et du département dans lequel vous souhaitez trouver de l'or. Malheureusement, certains départements interdisent ce loisir. Dans ce podcast, nous allons vous expliquer les raisons de ces interdictions, lister les départements qui ont interdit la pratique de la recherche d'or amateur, et enfin, donner un avis objectif sur ces interdictions et des pistes qui permettraient de résoudre le problème. Avant d'expliquer le pourquoi de ces interdictions, il faut déjà comprendre la raison pour laquelle ce sont les DDT qui ont autorité sur ce loisir. Aujourd'hui, d'un point de vue purement légal, l'orpaillage de loisirs n'a aucun statut juridique reconnu. L'orpaillage étant une activité minière, le seul document législatif qui encadre cette activité est le Code minier. Or, le Code minier est uniquement destiné à une activité professionnelle et non de loisir. Afin de répondre à ce vide juridique, la Fédération française d'orpaillage a sollicité, en 1997, une lettre ouverte auprès du ministère des Mines et des Ressources naturelles de l'époque pour statuer sur la reconnaissance de l'aspect loisir de la recherche d'or. Le ministère a répondu au travers d'une note dans le but de faire état de la réglementation applicable de l'activité de l'orpaillage de loisirs. En substance, cette note explique que l'activité de l'orpaillage de loisirs utilise sans commune mesure les mêmes outils et techniques que l'orpaillage professionnel. De ce fait, l'article 7 et 8 de l'époque précise qu'une demande auprès du préfet doit être faite explicitement afin de pratiquer l'exploration minière pour une simple recherche. Cette demande doit mentionner l'identité complète du demandeur, la durée de prospection, la cartographie de la zone à prospecter, le nom du propriétaire de la zone prospectée, le consentement du propriétaire, la raison et les techniques employées dans le cadre de cette recherche. Cette activité peut être réalisée par le propriétaire lui-même ou avec son accord. Le demandeur peut librement disposer du produit de ses recherches, lui évitant de payer les taxes relatives à l'obtention de produits miniers et matériaux classés comme d'intérêt stratégique de la nation. Il établit également que cette demande peut être appliquée pour une période pouvant aller jusqu'à une année. Elle indique également que le régime déclaratif du décret du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture de travaux miniers et à la police des mines n'est pas applicable dans le cas de l'activité de l'orpaillage récréatif. Enfin, l'utilisation de matériel motorisé et de produits chimiques est interdite, ainsi que tout autre matériel dépassant le cadre du loisir. Il peut être accordé à condition de faire une demande de titre minier. Dès la signature de cette note, celle-ci a été envoyée à toutes les préfectures de France pour application. À ce jour, ce document fait toujours foi et est toujours appliqué, mais l'autorité a été donnée au service de la police de l'eau dans les DDT. Aujourd'hui, les demandes auprès des DDT sont toujours appliquées avec les mêmes informations à apporter, à savoir l'identité du demandeur, les lieux de prospection, le type de matériel utilisé, sachant qu'il doit rester entièrement manuel et exempt de produits chimiques liquides, et la période identifiée pour la demande. Mais voilà, on ne va pas se mentir, l'orpaillage porte sur elle une image plutôt négative qui la dessert. Ceci est d'abord dû au fait que l'orpaillage est une activité minière, et les activités minières sont souvent associées à la pollution des sols, l'usage de produits dangereux et à la déforestation. Pour s'en convaincre, nous avons un exemple national avec ce qui se passe en Guyane au milieu de la jungle amazonienne avec l'orpaillage illégal. Bien que l'orpaillage de loisirs utilise un matériel très limité, exclusivement manuel et artisanal, nous avons d'un côté cet attrait de la recherche de l'or, comme on a pu le lire dans nos livres d'histoire avec la ruée vers l'or californienne, qui pousse les nouveaux orpailleurs en herbe à cette idée de devenir riches avec ce loisir. Par ailleurs, les magasins qui vendent ce type de matériel se servent de ce biais cognitif à outrance. À tout cela, il faut également prendre en compte que la plupart des agents de la DDT ignorent souvent comment se pratique l'orpaillage de loisirs et font régulièrement l'amalgame avec une activité professionnelle dont ils sont également en charge de façon indirecte. Pour rappel, l'orpaillage se pratique avec une bâtée en plastique ou en métal de 35 cm de diamètre. Tout ceci participe à l'idée que se font les départements de ce loisir, qui les pousse à refuser la pratique de l'orpaillage plus par peur de nuire au milieu naturel sur un loisir qu'ils ne connaissent pas, plutôt que de chercher à faire appliquer la note du ministère des Mines de 1997 en trouvant des solutions adaptées à la fois pour permettre la pratique de se développer et se structurer, tout en sécurisant un milieu aquatique parfois fragile. C'est ainsi que l'orpaillage amateur se voit être interdit dans des départements pour des raisons de protection du milieu aquatique et de classement Natura 2000. La question que nous pouvons nous poser est donc pourquoi ces départements interdisent-ils la pratique de l'orpaillage amateur alors que d'autres départements ont parfaitement réglementé ce loisir? Ces interdictions sont-elles appliquées pour protéger le milieu ou éviter de s'embarrasser avec un loisir qui a une mauvaise image? Nous donnerons notre avis sur ce sujet en fin de podcast. En attendant, voici comme promis les départements français qui interdisent la pratique de l'orpaillage de loisirs.
Les 6 départements qui interdisent l'orpaillage sont le Finistère, le Jura, le Morbihan, les Côtes-d'Armor, le Tarn-et-Garonne et les Landes. Curieusement, aucun de ces départements n'a publiquement fait savoir une interdiction de l'orpaillage. La seule façon de le savoir est de faire une demande et d'attendre un retour négatif ou d'appeler le service de la police de l'eau pour l'ensemble de ces départements. Toute une série de raisons tendent à justifier cette incompatibilité de pratiquer l'orpaillage de loisirs. Zone classée Natura 2000, risque de transfert de bactéries pathogènes avec le matériel d'orpaillage dans le milieu aquatique, arrêté de protection du biotope, destruction de réduire ceci par piétinement du substrat, démobilisation des sédiments. Cette liste, qui fait office de référence pour statuer d'un refus de pratiquer l'orpaillage de loisirs, justifie donc son interdiction. Le plus absurde dans l'histoire est de voir toute la région Bretagne, département ayant le plus beau potentiel aurifère, totalement interdite à l'orpaillage. Pour être plus précis, ce sont plutôt les DDT qui refusent de donner l'autorisation de pratiquer. Car l'organisme hiérarchiquement supérieur, la DREAL Bretagne, ne considère pas cette interdiction, à en croire leur page internet sur l'orpaillage de loisirs, qui l'autorise en procédant comme nous l'avons annoncé précédemment, c'est-à-dire en faisant une demande à la DDT. Notre avis sur le sujet de ces interdictions d'orpaillage nous paraît clair d'après les recherches que nous avons pu recueillir sur le net et les orpailleurs que nous avons questionnés. Ces interdictions semblent sans fondement factuel. Il est donc intéressant de demander au service de la police de l'eau de ces départements s'ils ont réalisé une étude in situ pour justifier de telles affirmations. Pourtant, il y a toujours autant de pêcheurs qui marchent sur les berges, sur les placiers de gravier, qui mettent les oideurs dans les frayères, et qui touchent les poissons pour les dégorger et soit les remettre à l'eau, soit les consommer. Risque pathogène sur le même principe. Si on prend ces arguments comme tels, il n'est plus possible de mettre le pied dans l'aude. Aucun cours d'eau de ces départements ne serait accessible, ce qui signifie que toute activité aquatique deviendrait donc interdite, comme la pêche, le canoë, voire les baignades estivales. Pourtant, à en croire certains articles de pages internet touristiques, cela ne pose pas beaucoup de problèmes pour d'autres activités. Le point principal des interdictions ou des restrictions de l'orpaillage est la préservation des frayères. Le site guidepêche-pyrénées.com explique que les caractéristiques de la frayère doivent correspondre aux exigences des salmonidés, un fond de gravier propre et non colmaté de 2 à 8 cm de diamètre, possédant une bonne infiltration interstitielle qui assure l'oxygénation indispensable au bon développement embryonnaire des œufs enfouis dans le substrat. Une vitesse de courant allant de 40 à 80 cm par seconde sous un couvert d'eau de 20 à 50 cm en général. Or, la quasi-totalité des endroits où les orpailleurs cherchent de l'or sont sur des zones découvertes en été, sur des bancs de gravier colmatés par des sédiments. En somme, rien qui ressemble à une frayère active. Il faut aussi remettre certaines choses dans leur contexte. L'orpaillage de loisirs, dont le matériel principal est une bâtée, est pratiqué partout en France par environ 800 personnes. Peut-on réellement mettre tout le poids de la cause écologiste sur les agissements de 800 orpailleurs avec une bâtée? Est-ce que cette force des bras, ironie, peut réellement déplacer des milliers de tonnes de sédiments à la journée? On peut tout de même penser que les crues printanières ou automnales déplacent nettement plus de frayères et de sédiments que 800 orpailleurs avec une pelle de jardin et une bâtée. Et le plus gros risque d'interdire une activité, c'est de la rendre incontrôlable et inquantifiable, surtout si la décision prise n'est pas justifiée ni étudiée. Le Français a besoin de liberté et de comprendre les règles qu'on lui impose. Ne pas apporter de réponse clairement établie et imposée de façon arbitraire infantilise les usagers. Nous pouvons le voir avec ce qu'il s'est passé avec la crise du Covid en France. Cela n'empêchera pas les orpailleurs ne comprenant pas les fondements de ces interdictions de pratiquer leurs loisirs en se cachant. Nous pensons qu'une réelle étude doit être réalisée par les DDT, mais avec la présence des orpailleurs amateurs locaux ou des associations représentatives qui connaissent leurs activités. D'autres départements en France, comme le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Ariège, la Haute-Garonne, la région Centre et le Limousin, ont réglementé la pratique de l'orpaillage de loisirs dans un milieu tout aussi fragile que ces 6 départements. À cela, il serait peut-être intéressant pour les DDT de travailler plus sur la sensibilisation auprès des orpailleurs, afin de leur expliquer comment pratiquer leurs loisirs tout en respectant le biotope local. Les usagers sensibilisés à une cause aussi importante que l'écologie et l'environnement seront mieux à même d'appliquer les recommandations des DDT auprès des autres usagers qu'ils côtoieront, s'ils connaissent et comprennent leur impact. Nous avons l'exemple dans les départements qui autorisent l'orpaillage, qui ont clairement identifié le cadre réglementaire de ce loisir. Les restrictions ou interdictions de l'orpaillage de loisirs ne semblent pas toujours étayées par des arguments factuels solides, et il est crucial d'impliquer les acteurs locaux dans le processus de prise de décision. En conclusion, il apparaît que l'orpaillage de loisirs en France est confronté à des interdictions dans certains départements, souvent motivées par des préoccupations environnementales. Cependant, ces interdictions peuvent sembler disproportionnées par rapport à l'impact réel de l'activité, surtout lorsque comparées à d'autres pratiques autorisées. Une approche plus équilibrée pourrait consister à encourager la sensibilisation des orpailleurs amateurs aux enjeux environnementaux, tout en établissant des réglementations claires et équitables.
La participation active des acteurs locaux et des associations spécialisées dans leur paillage pourrait contribuer à élaborer des solutions mieux adaptées, favorisant ainsi la coexistence de cette pratique avec la préservation des milieux.